Bonjour et bienvenue dans l'épisode 121 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, des interviews avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques, dans la vie des enseignants et par ricochet dans celle des élèves. Dans cet épisode, je reçois Elena Daskalaki, ancienne prof de lettres classiques devenue coach, et ensemble, nous allons vous parler de coaching d'enseignants, évidemment, mais également des sujets récurrents en coaching, et nous allons réfléchir ensemble aux apports du coaching pour un public enseignant, aux liens entre coaching et enseignement et plein d'autres choses, et nous espérons que cela vous permettra de découvrir encore mieux ce que le coaching peut vous apporter au quotidien. Bonjour Elena. Salut Émilie. Je suis trop contente de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Moi aussi. Merci beaucoup pour ton invitation. Mais avec plaisir. Bon, on est ensemble, on va parler de coaching, on va peut-être parler de transition professionnelle, on va réfléchir ensemble aux apports du coaching pour un public enseignant. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, c'est Elena Daskalaki, coach professionnel depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et j'ai été dans l'éducation nationale, professeur de lettres classiques pendant 10 ans. Contractuelle au début, et ensuite j'ai eu mon CAPES. Et donc voilà, je suis restée dans le navire 10 ans que j'ai quitté par la suite en faisant un burn-out assez classique. Et donc, voilà, je me suis reconvertie moi-même en coach par la suite. Voilà, en gros, une présentation rapide, mais on aura l'occasion de parler plus de détails. Ouais, donc, je note burn-out, hein, on a ça en commun, passer par le burn-out et le coaching. Voilà. on dirait que c'est le chemin obligé, en fait, hein, clairement. Et du coup, comment s'est passée cette transition ? Enfin, comment t'es passé de l'enseignement au coaching ? Est-ce qu'il y avait un lien pour toi ou pas du tout ? Il y avait un lien, mais que je ne voyais pas à l'époque, bien sûr. Je pris conscience que par la suite. En faisant mon burn-out, c'était évidemment en plein burn-out. La question ne se posait même pas de reconversion. J'étais clairement malade dans les lits pendant 6 mois. Je fais ma psychothérapie, la totale, quoi. Enfin, c'est qu'on fait pour traiter un burn-out. Et c'est par la suite, une fois que j'aurais commencé à prendre des forces, à retrouver l'énergie, et surtout voir que l'avenir n'est pas si noir forcément et qu'il y a peut-être des choses à faire et il y a peut-être une issue. Et je me suis fait coacher pour la première fois. J'ai appris, j'ai entendu parler du life coaching. J'étais en Grèce à l'époque, j'étais partie en vacances et on m'a parlé de ça. Et je connaissais même pas le terme, je voyais pas du tout ce que c'était. Et c'est là où effectivement je trouvais un coach. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai adoré. C'est là où j'ai compris que je voulais moi-même être coach en faisant ma mission, mon pourquoi. J'ai compris qu'en fait, j'étais faite pour ça, peut-être, pour être épanouie. Et ça y est, c'est parti. À partir de là, voilà, je me suis formée et j'ai pris ma rupture conventionnelle et je suis partie. Ça y est. Ouais. Et du coup, là, tu parlais de ton pourquoi. Oui. Qu'est-ce que c'est ton pourquoi, là ? Est-ce que pour le dire de manière très grotesque, très banale, en utilisant juste 2 mots, j'ai compris que ma mission était d'apporter de la joie et de la sérénité chez les personnes. Donc voilà, en gros, c'était ça. Sauf que je me suis rendu compte que, effectivement, ça, c'était une partie qui me plaisait dans l'enseignement. Parce que j'avais commencé à donner des ateliers de bien-être aux élèves dans une école privée dans laquelle j'ai enseigné vers la fin de mon parcours. Il y avait des ateliers well-being, ça s'appelait. Ouais. Et c'est là où je m'épanouissais, clairement. C'est là où je me sentais au mieux de moi-même. C'est là où je me sentais moi-même. C'était quand je pouvais un peu apporter quelque chose pour le bien-être des enfants. Et donc, je me suis dit, oui, effectivement, il y a toute une partie que je loupe dans l'enseignement. Il y a toute une partie à laquelle j'accède pas, pour laquelle je me sens compétente et surtout utile. Et c'est là où j'ai compris qu'effectivement, il fallait aller un peu plus loin peut-être. Ouais, donc finalement, ton pourquoi de coach
était déjà quelque part, même si c'était pas forcément conscient, ton pourquoi d'enseignante. Oui, mais je n'avais pas compris effectivement que c'était le même pourquoi ou comment le matérialiser et je trouvais une manière pour le mettre en forme en fait, en faire mon métier, clairement. Ouais. Et maintenant que tu as dépassé ça, enfin que tu es dans l'après-enseignement et que tu regardes un peu en arrière, est-ce que finalement tu te rends compte que il y a certaines compétences de coach que tu utilisais déjà, ou alors est-ce qu'il y a des compétences d'enseignante en fait que tu continues de mobiliser au quotidien dans les coachings, etc. Complètement, je vois la continuité. D'abord, ce que j'ai appris, c'est mettre des limites. Chose que je ne connaissais pas avant. Donc, mettre les limites entre, voilà, ce que je peux faire, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire pour me protéger moins, pour être plus efficace dans mon enseignement, etc., etc. On connaît l'importance des limites. Je l'ai appris en classe, justement. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. C'était clairement le truc pour moi qui m'a posé problème. Et là, dans mon métier de coach, je vois bien avec quelle manière effectivement, je mobilise beaucoup plus facilement le fait de mettre des limites, me protéger dans un cadre professionnel. Et le deuxième, c'était me structurer un peu ma pensée qui partait dans tous les sens, j'étais très freestyle, donc apprendre à m'organiser un minimum et structurer ma pensée pour pouvoir mieux transmettre finalement les informations. C'était très important. Maintenant, j'en ai vraiment besoin pour être encore plus efficace. J'ai appris à gérer un groupe, évidemment, la base. Donc, maintenant, j'accompagne des groupes, que ce soit des indépendantes ou en entreprise. Et clairement, c'est l'enseignement qui m'a permis de l'apprendre. C'est une compétence très, très difficile, on le sait. Tu le sais très, très bien. Ouais. C'est à gérer un groupe. Donc, voilà, j'ai appris à faire ça. Et oui, je pense clairement ce sont des choses pour lesquelles je ne serais pas prête. Je ne serais pas prête d'être coach si je n'avais pas été prof auparavant, clairement. Donc, je remercie l'enseignement pour ça. Vraiment. Je trouve que c'est intéressant de mettre ça en lumière parce que souvent les enseignants n'ont pas conscience de toutes les compétences qu'ils ont, tous les soft skills qu'ils ont pour pouvoir, qui seraient utiles ailleurs et qui fonctionneraient ailleurs. Et souvent ils vont dire oui, mais moi je peux rien faire d'autre, je ne suis qu'enseignant, sans se rendre compte en fait de tout ce que ça développe, tout ce qu'ils sont capables de faire dans leur classe et qui sont des compétences de haut niveau en réalité. C'est ça, tu as tellement raison parce que c'est un métier très polyvalent. Ça a de la technique, de l'enseignement, gestion du groupe, gestion des conflits humains, le facteur humain. Enfin, il y a tellement de choses, psychologie. C'est très très polyvalent. Donc oui, vous faites un métier extraordinaire. S'il vous plaît, continuez. On a besoin de profs. Vraiment. Et tu as évoqué le burn-out dans ton parcours. Est-ce que si tu avais été coachée pendant que tu étais enseignante, ça aurait changé quelque chose? Oui, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, surtout au début, surtout à ma prise ma position du début, ma posture. Parce que pendant longtemps, je n'avais pas confiance en moi. J'avais le petit syndrome d'imposteur qui pointait son nez tout le temps. Surtout moi, grec. Vous avez entendu l'accent, donc je suis grecque, même pas des origines grecques. Je suis vraiment grecque. Je suis venue ici à mes 25 ans pour finir mes études, mon master, et ensuite je suis devenue enseignante de français, alors que je ne parlais pas français avant. Donc, si tu veux, moi, la petite grecque qui vient enseigner le français aux Français. Voilà, j'étais en plein syndrome imposteur tout le temps. J'avais bien sûr, évidemment, des adversaires dans mon chemin qui me faisaient que me le confirmer, des gens qui ne m'ont pas forcément aidé dans ce sens, d'autres qui, au contraire, m'ont beaucoup soutenu, et c'est grâce à eux aussi que je continuais. Mais voilà, si j'avais un coach à l'époque, j'aurais clairement travaillé là-dessus, sur le fait de comprendre qu'en fait, j'avais les compétences. C'est pas parce que j'avais un accent que j'étais pas pour autant une bonne prof ou quelqu'un qui avait envie de devenir une bonne prof et s'occuper bien de ses élèves. Donc, ça, c'est une problématique je pense que j'aurais résolu beaucoup plus facilement. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la résoudre. Mais c'est dommage d'avoir mis tout cet effort alors que ça aurait pu être beaucoup plus facile. Mais voilà, je connaissais pas le coaching à l'époque. Donc, la deuxième chose, ça serait l'équilibre vie perso, vie pro. La base du coaching souvent, parce que l'un bouffait l'autre.
clairement, c'était les copies, les préparations de cours qui bouffaient ma vie perso. Tu sais comment c'est pour les profs souvent. C'était le cas pour moi aussi. Donc voilà, je pense que j'aurais travaillé dans le sens de trouver une organisation qui est bonne pour moi et surtout ne pas culpabiliser quand je ne travaille pas. Voilà, c'était clairement ça le problème. Voilà, je n'ai pas corrigé mes copies aujourd'hui alors que je devais hier. Voilà, ça va pas. Donc ça rajoutait beaucoup de la charge, beaucoup de charges mentales dont je n'avais pas besoin clairement dans mon métier. Et puis j'aurais travaillé aussi sur le fait de me sentir débordée tout le temps et pouvoir peut-être prendre plus de plaisir à faire les choses. Là, regarde, je suis en train de relire Britannicus de Racine. C'est pas que je lis tout le temps des tragédies, hein, mais justement, au contraire, très rarement maintenant. Je le faisais quand j'étais prof, mais quand je lisais des œuvres comme ça, c'était toujours dans l'optique d'analyser le texte, de trouver les bonnes questions à poser aux élèves, de leur faire leurs exercices, etc. Et là, je reprends du plaisir en les lisant, juste pour le plaisir de la lecture, en fait. Je redécouvre des œuvres qui n'étaient pas toujours dans cette optique-là. Tout était que pour l'enseigner, que pour les élèves. Donc, le plaisir était nulle part. Et ça, c'est dommage aussi. Ça, je déplore un peu. J'aurais aimé vivre un peu autrement ces années d'enseignement, avec plus de plaisir. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment des invariants du coaching d'enseignants. Ces thématiques-là, la confiance en soi, mais la confiance en soi, si les enseignants pouvaient se voir comme je les vois ou comme on les voit de l'extérieur, ce serait génial. Mais en fait, cette question de la confiance en soi, tu as parlé du syndrome de l'imposteur ou de pas se sentir suffisamment compétent, c'est assez fréquent. Tu vois, j'ai fait une formation l'année dernière où j'ai demandé à une douzaine d'enseignants de dire ce qu'ils avaient bien fait ou ce qu'ils avaient réussi depuis la session d'avant, et aucun n'a réussi à trouver le positif dans ce qu'il faisait et à trouver ce qui était bien. Par contre, il y avait deux questions. Il y avait du coup qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, de modifier, etc. Alors pour trouver ce qui n'allait pas, ils se sont lâchés, quoi. Et en fait, c'est vraiment cette question de la confiance en soi, il y a aussi une partie d'estime de soi, mais de la confiance en soi chez les enseignants, c'est vraiment à travailler plus. Et puis, oui, équilibre vie pro, vie perso. Moi, je me reconnais, je suis allée jusqu'au burn-out aussi, hein, mais tout ce que tu disais, le fait que ça finit par bouffer le reste. Et ce que ça bouffe en priorité, c'est nous, parce que finalement, des fois, on réussit quand même à trouver un peu d'énergie pour les autres, la famille, etc. Et en fait, quand il faut prendre sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est sur nous. Donc voilà, l'épuisement arrive vite, quoi. C'est ça. Et je vois une grande différence parce que là, j'accompagne des indépendantes, on va en parler peut-être plus tard, mais la différence est dans le décalage aussi de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Je ne vais pas ouvrir la discussion sur l'éducation nationale, mais je pense qu'une grande part aussi de notre frustration vient de ça. On s'implique énormément, des profs comme nous, on a été, je vois un peu ton profil, j'imagine, on a été un peu pareil comme prof, et il y en a tellement qui sont comme ça. On est passionné, on veut donner, on donne même de notre temps supplémentaire. Je faisais plein de projets en plus qu'on me demandait même pas gratuitement, évidemment. Et ce que tu reçois finalement comme ressource, parlons clairement, l'argent en fait, qu'on reçoit en échange, tu vois, ou même la reconnaissance de tes pairs, de la direction, etc., c'est néant. Donc, je pense que ce décalage-là aussi rajoute beaucoup de charge mentale et qui fait qu'on a autant de burn-out, autant de dépression dans l'éducation nationale. Et dans la reconnaissance, ne serait-ce qu'un feedback constructif, on n'a pas le temps, du coup, comme on n'a pas la ressource temps non plus, qu'on nous donne pas, on nous en prend, mais on nous en donne peu. Donc, comme on n'a pas la ressource temps, on peut pas prendre le temps de se faire des auto-feedbacks, et il n'y a pas non plus l'espace d'avoir des feedbacks constructifs réguliers. Et je trouve que ça, on le retrouve dans le coaching. C'est-à-dire que, évidemment, le coach, il va pas donner un feedback sur ce qu'il voit pas dans la classe, mais par contre, il va permettre aussi à l'enseignant de pouvoir prendre ce temps de faire le point et de réaliser ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il a mis en place, ce qui pourrait changer. Enfin, ce feedback-là, on le retrouve aussi dans le coaching, quoi. C'est ça. Et se retrouver, donner ces temps. Tu as raison, en fait, quand tu parles, je ressens ces temps de respiration. Prendre le temps de réfléchir, de se poser, de respirer. Effectivement, ça m'avait tellement manqué. Et surtout, savoir qui tu es.
Moi, je m'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Je voulais toujours rassembler aux autres profs parce que j'avais un modèle de prof en tête auquel je devais absolument coller, sinon j'étais une mauvaise prof. C'est qui m'a fait me perdre, en fait, parce que j'adoptais des comportements qui n'étaient pas les miens. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui m'aide à comprendre que moi, je ne fonctionne peut-être pas de la même manière. J'ai une anecdote là-dessus, par exemple, quand je suis arrivée, premier poste que j'ai pris, c'était terrible, c'était une ZEP dans les fins fonds du 93, mais hyper dur. C'était vraiment premier poste. Moi, jeune de 25-26 ans, je commence dans ces conditions-là. Et effectivement, j'arrivais pas à gérer mon groupe de classe du tout. Je me faisais déborder parce qu'en plus, je suis arrivée avec l'idée d'être la prof cool, la prof sympa, en ayant des images des films dans la tête américain, tu vois. Je vois bien. Mauvais, ça marche pas, ça c'est évident. Et j'arrive dans ma classe et j'ai le prof, je me rappelle le prof principal de la classe qui passait, qui a vu effectivement le bordel et qui m'a prise en part et qui m'a dit, tu sais, il faut que tu vois les élèves comme si c'était des lions dans une cage et toi, il faut les dompter. C'est ça ton travail, c'est dompter les élèves qui sont des lions en cage. Et je me souviens, ça m'avait choquée et en même temps, voilà, moi, petite jeune qui commence, et lui, le prof principal, avec 20 ans d'expérience, que les élèves adoraient, hein, il a instauré le respect dans la classe, je me suis dit, il faut que je devienne comme ça. Donc, je passais toute une période avec un cœur qui balançait entre les deux, à être la prof super sévère, mais en même temps, il fallait que je sois cool, parce que j'avais décidé de laisser tomber le bazar dans ma tête, alors que finalement, avec le temps et avec le travail que je fais petit à petit et la réflexion, j'ai trouvé ma propre manière d'instaurer le respect. Ouais. Il n'était pas non, je refusais de voir les élèves comme des lions en cage, quoi. C'est hyper violent de les voir comme ça, tu vois. Et en même temps, effectivement, j'ai compris que la vie n'est pas un film américain et qu'effectivement, il fallait instaurer quelque part l'ordre de la classe pour que je puisse être efficace, pour que les enfants puissent se sentir en sécurité quelque part. Ils ont besoin de ça, de ces cadres-là. Et finalement, c'était le cadre. Mais voilà, ça c'est des choses qu'effectivement avec un coach, oh mon Dieu, le temps que j'aurais gagné avec le recul, ça aurait pas du tout été pareil, tu vois, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que cette question de l'identité, quel que soit le coaching, elle revient dans tous les coachings, quel que soit le public, et dans les coachings enseignants, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de prendre du recul. Parce qu'en fait, comme tu dis, toutes ces doxas, toutes les personnes ou les idées, les représentations qu'on a et auxquelles on se dit qu'il faudrait qu'on ressemble et on essaye de coller à un modèle ou même à des pratiques des fois qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, qu'on n'est pas capable d'incarner. Et quand on a besoin de mettre du cadre, c'est difficile de trouver comment mettre du cadre si le cadre il nous correspond pas. On va pas pouvoir ni l'incarner, ni le faire vivre, ni le faire respecter parce qu'en fait on est toujours une espèce de distorsion cognitive entre comme tu disais ce que je pense que je dois être et ce que je suis vraiment. Et du coup, cette question d'identité, je la retrouve souvent en coaching et souvent dans les coachings sur le cadre, justement, sur la gestion de classe. Quand les enseignants arrivent et me disent parfois qu'ils soient débutants ou expérimentés, mais qu'on arrive sur, j'ai des soucis de gestion de classe, et derrière, il y a vraiment, en fait, ce ballottage entre, je veux pas être sévère, mais j'essaye de l'être quand même. Ou alors je me dis qu'il faut que je sois et je culpabilise de ne pas l'être assez. Enfin, voilà. Oui, je vois, ça me parle. C'est exactement ça. Ça me rassure en même temps. Hein. La moi d'avant est rassurée de savoir que c'est pareil pour tout le monde, en fait. C'est ça. Avec un coaching, ça aurait pu être fait à l'époque. À l'époque, oui. Et alors, du coup, là, on s'est dit ce que ça aurait changé pour toi en tant que prof si tu avais été coaché à ce moment-là. Si tu avais déjà été coach quand tu étais enseignante, qu'est-ce que ça aurait changé ? Très bonne question, déjà. Très, très bonne question. Et ça m'amuse beaucoup, les jeux de si et si. Et je pense, justement, si je me projette complètement dans cette situation, peut-être que j'aurais pas lâché l'enseignement. Ou alors peut-être que je ne l'aurais pas lâché aussi vite ou de cette manière. Je pense que ça aurait nourri justement cette partie en moi qui avait besoin d'autre chose, besoin de plus, besoin de me sentir vraiment utile auprès de quelqu'un.
Et donc peut-être que j'aurais pas eu cette frustration née de ce décalage dont je te parlais tout à l'heure entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc peut-être que je serais restée plus longtemps et peut-être que j'aurais quitté plus tard, juste pour des raisons financières. Peut-être que justement ça m'irait très bien de garder que le coaching, mais en tout cas pas avec cette violence du burn-out quand même avec laquelle je suis partie et qui m'a laissé quand même une part d'amertume à moi, clairement. Je suis pas très copine avec l'éducation nationale par la suite, tu vois, et c'est dommage parce que c'est ce qu'on a. Et ça serait bien qu'on œuvre tous à la rendre meilleure, tout simplement, mais pendant longtemps, je fais un vrai blocage par rapport à ça. Je voulais pas en entendre parler. Donc oui, je pense que c'est ça qui aurait changé, plus d'équilibre, plus de sérénité par rapport à cette question de l'enseignement et peut-être une autre issue. Mais bon, voilà, je les connaissais pas, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est OK aussi. C'est très bien aussi. Est-ce que tu as déjà eu à coacher des profs ou des anciens profs depuis que tu es coach? Une au tout début. Franchement, c'était au tout début de ma reconversion parce que justement mon réseau était constitué de profs, donc j'avais très naturellement une personne qui est venue vers moi. Mais très très rapidement, j'ai changé de cible. Je ne voulais pas coacher des coachs. C'était pas du tout une envie, peut-être liée à ce blocage justement vis-à-vis du métier. J'aime les profs, j'adore voir les profs qui sont passionnés, mais je me sentais pas légitime. Peut-être le fait d'avoir quitté le navire sans, tu vois, je pense qu'il y avait une question de légitimité aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. De toute façon, la spécialiste du coaching de prof, c'est toi ici. Clairement. Et du coup, alors dis-nous, aujourd'hui, tu coaches quel public, qui sont tes coachés? Oui. Alors aujourd'hui, j'ai deux cibles, on va dire, deux publics de coachés. Et d'une part, une grande partie de mon métier s'adresse aux indépendants et surtout les indépendantes, les femmes indépendantes, qui sont soit des coachs, des thérapeutes, qui sont très souvent dans un métier d'accompagnement, dans un métier d'aide, ou même des prestataires de services, mais voilà, qui sont à leur compte. Et de l'autre côté, j'accompagne aussi des entreprises, collectivement ou individuellement, avec un deuxième pôle de coaching qui s'appelle Art, Culture et Bien-être, et où je fais le lien entre justement l'art, toutes ces années de littérature, de philo, de lettres et le coaching. Donc c'est une méthode que j'ai développée, dont je suis absolument fière. Et là, c'est plutôt des interventions en entreprise avec des workshops, des coachings individuels, etc. Comme ça, je fais les liens. Ouais. C'est ça, j'allais dire, tu as magnifié un peu cette expérience et puis ton appétence pour la littérature, la culture, et tu as réussi à lier les deux, c'est génial. Oui, parce que les premières années de mon coaching, j'étais très contente d'accompagner des personnes. J'accompagnais beaucoup les particuliers au début, les individus, sur du coaching plutôt personnel. Mais ça me manquait. J'étais très frustrée. Il y avait quelque chose qui me manquait. Voilà, même le fait de devoir lire Britannicus pour le travail, tu vois, c'était quelque chose que j'avais tellement habitué. Et la culture manquait vraiment. Et j'arrivais pas à la nourrir que par mon temps personnel. Par le fait d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, c'était pas suffisant. Et en fait, petit à petit, en me faisant coacher, parce qu'évidemment, je me fais coacher moi aussi continuellement, j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre les deux, et je l'ai trouvé. Et c'est celle-là. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé justement. Ah, c'est génial. Génial. Et du coup, ce qui m'intéresse là, parce que je me dis qu'on a parlé des invariants des coachings de profs, mais je suis sûre qu'il y a aussi des invariants tout public. Et donc tu ne coaches pas des enseignants, mais alors du coup, quelles sont les problématiques que tu traites le plus souvent en coaching? Alors, je vais prendre les indépendantes plutôt. Je ne veux pas parler d'entreprise parce que c'est encore d'autres problématiques, voilà. Mais en prenant les indépendantes qui sont celles qui se rapprochent le plus aux professeurs, clairement identité. J'ai même un programme qui s'appelle Identité, pour te dire l'importance. Clairement. J'entends cette phrase tout le temps et je l'ai vécue moi-même, cette même phrase. Et je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas ce que j'ai appris de différent que tous les autres. Je crois être comme tel entrepreneur parce que elle réussit. Moi, j'arriverai jamais. Voilà. C'est la question qui se pose à chaque fois. Donc, là, c'est aider la personne à voir vraiment qui elle est, ce qu'elle a de différent, de voir que ce qu'elle a de différent, c'est précieux, et savoir comment le mettre en forme
pour pouvoir le vendre, clairement, parce que là, il s'agit très souvent aussi de ces problématiques-là qu'on n'a pas du coup dans l'enseignement, qui est les problématiques d'entrepreneuriat, augmenter son chiffre d'affaires, trouver plus de clients, communiquer pour se faire connaître et augmenter son chiffre d'affaires. On revient toujours à ça. Voilà, c'est clairement les premiers objectifs pour lesquels les gens vont venir. Mais derrière, quand on creuse, c'est voilà, soit ils ne croient pas assez à elles, donc manque de confiance, elles savent plus qui elles sont, elles se comparent sans cesse aux autres. Voilà, comme dans l'enseignement, hein, tu vas te comparer à c'est exactement, je t'entends. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'adore depuis que je fais du coaching. Pendant ma formation, j'étais avec des gens qui étaient à milieu de l'enseignement et finalement, tout ce que je découvrais du monde de l'entreprise que je connaissais pas, je me disais, mais en fait, c'est la même chose dans une école, c'est la même chose dans une classe. C'est ce côté un peu universel des problématiques. Et tu vois, là, t'entends parler des entrepreneurs, en fait, c'est pareil. Comment faire progresser tes élèves, c'est pas l'idée de se démarquer, mais en tout cas, comment continuer de pratiquer en étant toi, en n'étant pas forcément comme la collègue d'à côté, comment t'y retrouver avec tes appétences, faire des projets qui te parlent et qui te ressemblent, enfin. C'est ça, être content à la fin de la journée, te dire que tu as été utile, voilà, que tu as fait du bien et que tu t'es fait du bien et tu as pris du plaisir, oui, tout ça, effectivement. Ouais. Et aussi, il y a tous ces trucs autour de l'organisation quand même, du fait de, là, je vois flou, je vois pas ce qu'il faut faire, je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, comment hiérarchiser mes objectifs et lance plein de projets en même temps, plein d'objectifs en même temps et réussissent pas à aller jusqu'au bout. Après, ils sont frustrés. Bref, tout ce bazar-là que je parle à la troisième personne du pluriel, mais évidemment, je parle aussi de moi-même parce que je le dis très régulièrement. J'ai mis l'idée en tête que je vais lancer toute là, maintenant, tout de suite. Donc oui, c'est aider un peu à, voilà, cet espace dont tu as parlé tout à l'heure de respiration. Stop, ok. Qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce que tu fais en priorité? Pourquoi tu le fais ça en priorité et pas l'autre? Qu'est-ce qui est plus judicieux pour toi, plus pertinent, plus stratégique? Et petit à petit, on se donne les moyens d'arriver jusqu'au bout. Et après, on avance à autre chose, tu vois. Mais oui, ça, je l'avais vécu comme prof aussi, donc je pense que ça serait... Mais carrément. Et je pense qu'en t'entendant parler, les personnes qui écoutent vont se dire, mais c'est moi. Tout comme moi, je viens de me dire, mais c'est moi. C'est ça. Ben oui, si ça peut rassurer, on est tous dans le même bateau et on fait en sorte juste, voilà, d'aller le plus vite possible, tous ensemble, allègrement. Mais on peut y aller, on peut avancer. Ouais. Donc, identité et organisation. Il y a d'autres sujets qui te viennent en tête? Mais, pour les indépendantes, comme je te disais, c'est vraiment comment communiquer, comment vendre, etc. Donc, on est vraiment sur du coaching / mentoring cette fois-ci. Donc, c'est vraiment aussi avec des tips, une stratégie concrète pour pouvoir avancer. Et puis, quand même, quelque chose qui est derrière un fil conducteur, et ça, pour la peine, je le retrouve aussi en entreprise, c'est ce stress, finalement. C'est là où je localisais vraiment le problème, c'est qu'on se met en situation de stress tout le temps. Que ça soit comme source le débordement, enfin la charge mentale, que ça soit l'équilibre manquant vie pro, vie perso, que ça soit un manque de concentration, de capacité d'aller au bout du projet, que ça soit un manque de cohésion dans l'équipe, en parlant des entreprises. À chaque fois, tout ça, c'est des sources de stress qui font que la personne, finalement, elle n'est pas bien. C'est ça que je vois, c'est qu'à la fin, on n'est pas bien, on vit pas bien notre métier, et c'est là où le coaching peut intervenir et nous aider à trouver, justement, je reviens à ma mission du début dont je te parlais, la sérénité. Pour moi, la sérénité, c'est vraiment un moteur, c'est ça, c'est la paix dans le monde. Et c'est souvent, avant de creuser, c'est souvent l'un des premiers mots que les coachés amènent aussi, quand tu leur demandes à quoi elles aspirent et ce qu'ils ou elles veulent. C'est souvent, j'ai envie de gagner en sérénité. Après, on va creuser, mais c'est souvent aussi la finalité, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai remarqué que rarement, elles me le disent un premier objectif. Souvent, le tout premier conscient, ça va être augmenter mon chiffre d'affaires, vivre de mon entreprise, etc., etc. Mais dès qu'on commence effectivement la première séance et on fait le diagnostic, on commence à creuser un peu, à aller vers le vrai objectif, là, la sérénité vient tout de suite, effectivement. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Dès qu'on est dans ce qu'on veut gagner, C'est ça, c'est la sérénité.
Tu as parlé du coaching en entreprise et je me suis dit que, parce que moi, c'est un truc que j'aurais rêvé faire, du coaching d'équipe au sein de l'éducation nationale. Après, c'est pas encore possible pour le moment et je pense que l'éducation nationale n'est pas encore prête à mettre les moyens pour. Mais je me dis qu'il y a peut-être quand même, au niveau du coaching d'entreprise, des thématiques que tu dois travailler qui pourraient aussi être transférables à l'échelle de l'école. Peut-être pas à l'échelle de l'enseignant lui-même, mais à l'échelle de l'équipe enseignante ou de l'établissement. Et clairement, et franchement, ne lâche pas. Franchement, ne lâche pas parce que il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Je l'ai vu, ce besoin-là. Mais oui, il y a des problématiques qui sont transposables. Et pour moi, c'est quand même quand on travaille en équipe, parce que dans les entreprises, je vais faire aussi de l'individuel. Et là, effectivement, on va traiter l'équilibre, le machin, la charge mentale, etc. Classique. Mais quand on prend l'équipe entière, là, il y a des choses à travailler qui concernent l'ensemble du groupe. Clairement, la communication, le manque de communication. OK, chacun, en tant que prof, peut croire qu'il fait son métier tout seul dans son coin. C'est pas vrai. C'est quand même une équipe. Il fait partie d'une équipe, que ce soit l'équipe de lettres, de maths, etc. OK, c'est les mini-groupes, les sous-groupes et le groupe de l'école. Et puis le groupe de professeurs, ils font partie de quelque chose. Et ça, c'est bien de prendre conscience parce qu'on est souvent seul aussi dans ces métiers. On se sent seul, comme de l'entrepreneuriat. Vraiment, je vois tout de suite le lien. Le lien. Et essayer de travailler avec eux, justement, le comment on communique pour pouvoir trouver la base commune avec laquelle on peut peut-être avancer, on peut s'entraider, les plus anciens, les plus nouveaux, mais vice-versa aussi, parce que les nouveaux peuvent aider les anciens à renouveler aussi leur manière de voir l'enseignement. Et cette cohésion, on manque de cohésion, clairement. Péter les équipes de lettres. Moi, les équipes de lettres dans lesquelles je suis passée, dans toutes les écoles, c'est pas possible. Il y a que de conflits, il y a que de trucs sous le dos. Dans le dos, on parle des autres. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas une vraie équipe qui s'entend bien et qui arrive à faire les choses ensemble. Ça serait génial, quoi. Donc, je pense que c'est faire équipe, quoi. C'est travailler sur comment faire équipe, comment avancer avec de la cohésion et aussi de la cohérence, comment aller tous dans le même sens, vers un même objectif commun et se sentir faire partie de l'équipe. Parce que comme tu disais, souvent dans les équipes enseignantes, etc., tout le monde ne prend pas forcément le temps de mettre à plat comment je fonctionne, comment j'ai envie de communiquer, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai envie d'être là, où je veux emmener les élèves. Et parfois, il suffit ça crée des incompréhensions dans les équipes qui grossissent. On sait même pas d'où ça vient. Et t'as raison. Je pense que en termes de coaching d'équipe, il y a vraiment un truc à faire, un accompagnement qui serait hyper vertueux et hyper intéressant à avoir pour les équipes d'enseignement, que ce soit les petites équipes, comme tu disais, les sous-groupes à l'intérieur d'un établissement ou à l'échelle d'un établissement en entier. Mais Et clairement, le lien aussi avec l'entreprise, c'est que justement, quand je vais coacher à un niveau de type manager cadre, qui sont là pour encadrer les salariés dont ils sont en charge, le fait que eux, ils aillent mieux, ils arrivent à communiquer, ils arrivent à avoir de la cohésion, ça se ressent tout de suite sur l'échelle d'en dessous. Et en fait, c'est pareil. C'est dans l'enseignement, si les profs vont bien, ils font vraiment équipe et ils arrivent à avancer, à avoir des projets, des objectifs communs, ça va se ressentir chez les élèves. C'est au profit des élèves. Exactement. C'est ce que je dis souvent dans l'introduction de mes podcasts, c'est et par ricochet chez les élèves. C'est-à-dire que quand on travaille sur le mieux-être des enseignants, de la même manière sur le mieux-être des parents, pour les coachs parentaux par exemple, ça rejaillit par ricochet sur les élèves et on pourrait même monter d'un cran. C'est-à-dire que si les directions d'établissement vont bien, si on coach les directions d'établissement au même titre que les managers ou etc., ça va rejaillir aussi sur l'équipe, sur les élèves, etc. Donc Et clairement, moi, la plupart des fois où il y a eu des problèmes dans les équipes enseignantes, c'était à cause d'un mauvais management. C'était très, très clairement lié à ça. Donc oui, je pense qu'ils auraient besoin du coaching individuel pour la peine, les directions, pour pouvoir vraiment travailler sur des choses
je pense, dont ils ne parlent pas. Justement, ils n'ont pas quelqu'un à qui parler de tout ça, déposer tout ça, pouvoir enlever de la charge. Exactement. Voilà, se sentir mieux pour mieux gérer leur établissement, en fait. Clairement, il y a un vrai besoin. S'il te plaît, fais-le. Mais je le propose déjà, il faut qu'ils viennent. Non, mais moi, je coach déjà des directrices d'école, mais c'est vrai que les principaux et proviseurs de collèges et de lycées auraient tout autant besoin, tout comme les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, etc. Enfin, en fait, toutes les personnes, c'est ça un peu, moi, mon objectif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin, directement ou indirectement autour des élèves et des apprenants, peuvent se faire coacher et ça aura un impact à terme, in fine, sur les élèves, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Et puis les générations d'après, quoi, sur notre monde, tu vois, ça va très loin. C'est effectivement, il faut voir plus loin que notre bout du nez, quoi. Clairement. Ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'on a bien dégrossi cette question du coaching, des profs, ce lien, etc. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure ? Juste encourager, j'aimerais tellement encourager les professeurs parce que je sais combien c'est difficile, je sais combien on peut manquer de motivation, voir les choses tout noires parfois et croire que voilà, on n'avance pas et que ça sert à rien et que c'est vain. Non, tout ce que vous faites, c'est formidable. Tout ce que vous faites contribue à quelque chose de plus grand. Ce que vous faites, parfois, vous avez l'impression que personne ne vous écoute, mais en fait, il y aura une personne, un élève qui va vous entendre, qui va écouter, voilà, vous allez mettre une petite graine qui va pousser quelques années plus tard. Et ça, c'est, voilà. Ça, rien que pour ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Donc, faites-vous coacher, s'il vous plaît. Formez-vous, faites-vous coacher. Prenez soin de vous vraiment, d'être bien vous-même pour pouvoir tenir dans ce métier parce qu'on a besoin de vous, vraiment. Ouais, c'est ça. Tenir dans ce métier, c'est-à-dire là, de pouvoir durer en bonne santé mentale et physique. C'est ça. Sinon, ça sert à rien de tenir si c'est pas pour être bien. Ouais, clairement. Elena, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, pourquoi pas se faire coacher, parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont en même temps entrepreneurs. Oui, peut-être, bien sûr. Dans ces cas-là, vous me retrouvez sur Instagram. C'est là où on s'est retrouvés, je crois, nous deux, ou sur LinkedIn. Ouais. C'est Elena Daskalaki, Daskalaki, coaching. Donc voilà, sur les deux réseaux, LinkedIn ou Instagram, vous pouvez facilement me retrouver. Super. Bon, écoute, je te souhaite une belle journée, Elena. Merci, Émilie, à toi aussi. À bientôt. À bientôt, salut. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez me solliciter pour un coaching individuel ou, vous l'avez compris, pour un coaching collectif ou d'équipe. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur metrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast et pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify par exemple, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.